Alors, puisqu'on va démarrer, j'invite Monsieur Vertueux à me rejoindre. On va s'installer ici tous les deux, puisque c'est intime, soyons-le jusqu'au bout. Prenez votre micro, installez-vous à côté de moi. Alors voilà. Le titre de cette conférence, c'est assez facile, c'est le très haut débit et son potentiel de nouveaux services. Dès qu'il y a nouveau dans quelque chose, c'est toujours passionnant. C'est vrai qu'il y a un tournant que les entreprises, comme les particuliers d'ailleurs, hein, même à titre personnel, vous et moi, attendent avec impatience et doivent prendre de toute façon, c'est le très haut débit. Et cette technologie, elle rassemble tant la fibre optique que la 4G dans un monde hyper connecté. C'est un progrès indispensable, évidemment. Ça permettra, je ne sais pas, que la Chine ou que l'Europe ou que les États-Unis soient à portée de clic. Et ça change vraiment la donne. Alors en Martinique, c'est vrai qu'on n'a pas encore fini notre évolution vers le très haut débit. On va le voir dans un instant avec Marvin Rosillette. Mais sa présence dans certains espaces, dans certaines communes, a déjà changé la donne et promet encore de faciliter énormément de choses. On va d'ailleurs commencer avec un témoignage, donc celui d'Edmond Vertueux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder ce petit moment. Vous êtes chef du projet IMAG au CHU de Martinique. Qu'est-ce que c'est que le projet IMAG, pour commencer? Alors, je suis le chef de projet fonctionnel du projet IMAG. IMAG, c'est Imagerie Antilles-Guyane. Donc, nous attendons dans le monde médical depuis des années l'arrivée du dossier patient partagé. Et la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, nous avons fait le choix de nous lancer dans un projet qui répondait à une des étapes du projet patient partagé, qui est le projet d'imagerie. Nous avons créé un PACS interrégional où nous collectons en fait tous les examens d'imagerie des patients martiniquais et nous les mettons à disposition des médecins, aussi bien les médecins de ville que les médecins hospitaliers. Et donc, du coup, tous les médecins de Martinique, de Guadeloupe ou de Guyane peuvent avoir accès à ce dossier-là? Oui. On a un portail en fait ouvert vers les médecins de ville. Nous donnons la possibilité aussi de faire de la téléradiologie. Imaginez un service d'imagerie, quel que soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, où il n'y aurait pas de médecins pour interpréter les examens, ou pas assez de médecins pour interpréter les examens. Ces examens-là peuvent être interprétés soit en Martinique, soit en Guadeloupe, soit en Guyane, ou en métropole, assez rapidement. Et alors, du coup, je suppose que sans ce fameux très haut débit, ça n'aurait pas été possible s'il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de plateforme finalement. S'il n'y a pas d'autoroute, malheureusement, les examens d'imagerie sont des examens très lourds, avec une grosse définition. Chaque image a un poids assez important. Donc, évidemment, si les transferts des images ne se font pas très rapidement, c'est totalement inutilisable. Il a quel âge ce projet IMAG? Ce projet IMAG a maintenant une petite dizaine d'années. Et on n'a pas toujours eu le très haut débit. Comment c'était avant? Comment c'est aujourd'hui? Vous sentez la différence? Alors, nous avons commencé au début, alors même il y a 15 ans, la Martinique avait fait une expérience de téléradiologie où nous avons un peu utilisé en fait un réseau dédié à la recherche. Et c'est vrai qu'on avait énormément de coupures, on avait des grosses difficultés. Si on compare aujourd'hui à l'expérience qu'on avait il y a 15 ans, aujourd'hui en routine, je sais qu'en Guadeloupe, en Martinique, régulièrement, nous faisons de la téléradio la nuit. C'est-à-dire que pour les urgences, les patients arrivent aux urgences. Il y a certains soirs où il n'y a pas de médecin. Les examens sont interprétés en direct en métropole et le patient ne s'aperçoit de rien. Est-ce que vous avez le sentiment que cette évolution entre la situation il y a 15 ans et la situation aujourd'hui a été assez rapide? Est-ce qu'on est dans un bon rythme d'évolution technologique, en tout cas sur la question du très haut débit? Alors, au niveau de technique, je crois qu'on n'a pas à rougir, on avance. Malheureusement, on est en France et c'est vrai que la législation, en tout cas dans le médical, prend du temps. Donc, ne serait-ce qu'identifier un patient sur différents sites, c'est très compliqué si on veut respecter la loi. Mais au niveau de la technologie, ça a fait un bond extraordinaire. Hein. On a chaque jour des facilités de reconstruction. On est toujours étonné de la rapidité des transferts des examens. Si bien que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer de l'informatique et en tout cas du réseau haut débit.
Merci beaucoup. Merci Edmond Merci. Vertueux d'être venu nous expliquer un petit peu tout ça. Ça nous permet de mieux comprendre ce que ça implique pour vous, le très haut débit. Puis ça permet de lancer officiellement cette conférence, le très haut débit et son potentiel de nouveaux usages. Parmi eux, il y a IMAG, par exemple. On en parle ce matin avec Daniel Boutrin, le directeur des projets innovants chez Orange Caraïbes, Frédéric Ayotte, directeur général de SFR Caraïbes, et Marvin Rosillette, qui est chef de projet très haut débit à la CTM. On va d'ailleurs lui laisser la place. C'est lui qui ouvre le bal pour un petit peu nous planter le décor. Où en est-on avec le THD? Marvin Rosillette, sous vos applaudissements. Donc alors, bonjour. Donc voilà, je suis Marvin Rosillette. Ça marche? Vous m'entendez? Ok. Chef de projet au sein du service aménagement numérique du territoire. Notre rôle, c'est d'organiser de façon cohérente. Ok. Donc d'organiser de façon cohérente les différents déploiements des infrastructures télécoms sur le territoire. C'est bon? Attends, on va faire ça. C'est bon? Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cette présentation, je vais parler uniquement du déploiement des réseaux fixes. Alors, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais parler du plan haut débit, donc de la montée en débit, c'est l'amélioration des débits ADSL, de nos raccordements des sites dits prioritaires. Ensuite, le plan très haut débit. Donc, je vais vous montrer la carte de notre déploiement FTTH, donc Fiber to the Home, fibre jusqu'à la maison. Quelques photos de nos premiers travaux et ensuite une idée de l'impact que ça pourrait avoir sur notre quotidien une fois que le réseau sera complètement déployé. Donc, alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous parler du réseau LIAN. Donc, en blanc, vous avez la petite ligne blanche qui parcourt toute la Martinique. C'est un réseau qui a été construit en 2007, entre 2007 et 2009, par la région à l'époque. Grosso modo, 300 km de réseau qui est exploité aujourd'hui par la société Martinique Numérique, qui est une délégation de services publics. Ce réseau est à disposition des opérateurs pour fournir des offres d'accès à Internet. Donc, grâce à ce réseau, nous pouvons faire aujourd'hui de la montée en débit. Donc, c'est l'amélioration des débits ADSL. Le but, c'est de fournir un débit minimum de 4 mégas sur l'ensemble du territoire. Donc, ce sont les zones que vous voyez en orange. Il y en a 26. D'ici la fin de l'année, on pourra constater une amélioration significative dans ces zones-là. Ensuite, on a le raccordement des sites prioritaires. Donc, nous allons raccorder tous les lycées et collèges, ainsi que certains sites administratifs et la zone d'activité économique de la Lézarde au très haut débit. La fin prévue de ces travaux, ce sera à la fin de l'année. En chiffres, donc c'est 15 millions d'euros d'investissement pour la CTM. 12 000 foyers environ seront impactés par l'amélioration du débit ADSL. Et déjà, à ce jour, on a 21 établissements publics d'enseignement qui sont raccordés au très haut débit. Environ 5 millions d'euros sont financés par l'Europe à travers le FEADER. Donc le FEADER, le Fonds européen de développement agricole pour le développement rural. Fonds européen agricole pour le développement rural. Excusez-moi. Voilà. Donc maintenant, la carte la plus importante de la journée, donc c'est notre déploiement FTTH. Donc, avant tout, je vais déjà définir ce qu'on appelle le THD, le très haut débit. Donc, le très haut débit, c'est simplement le fait d'avoir une connexion avec un débit supérieur à 30 mégabits par seconde. Peu importe la technologie, ce n'est pas forcément de la fibre optique. À la CTM, on a décidé de déployer de la fibre optique sur tout le territoire. Donc, en bleu foncé, vous avez les communes concernées par le déploiement en première année, donc en année 2019, et en orange, les communes qui seront en dernière année. Et les couleurs intermédiaires définissent les années 2020 et 2021. Vous avez
aussi en jaune les zones PRM, les zones de montée en débit, là où on fait de l'amélioration de la DSL, qui seront aussi raccordées en FTTH en dernière année. Alors pourquoi Aujourd'hui, nous amenons déjà une première amélioration, c'est afin de réduire l'inégalité de traitement sur le territoire. Il y a des communes où on aura de la fibre optique, donc un très haut débit, et d'autres zones qui seront délaissées avec un ADSL très mauvais. Donc, on comble ce manque dans ces zones-là, et ensuite on revient en dernière année à apporter la fibre optique. Alors, sur cette carte, on a grosso modo 3 réseaux. Le réseau d'initiative publique, construit par la CTM. Donc, pour les zones en bleu, nous avons fait le recensement de tous les foyers. On a étudié le réseau existant. On a dimensionné le réseau, comment on va le construire. Et on commence peu à peu les travaux. Donc, pour la commune de Casse-Pilote, je vais vous montrer plus tard les photos de nos premiers travaux. Ensuite, pour les zones gris clair, qu'on appelle les zones grises, il y a déjà une initiative privée de présente. Le réseau SFR, le réseau câblé, couvre déjà une certaine partie de ces zones-là. Donc, pas d'initiative publique pour ces zones-là. Nous espérons que des privés vont venir couvrir totalement ces zones-là. Et enfin, pour la partie gris foncé, la zone AMI, les communes de Fort-de-France et Schœlcher sont câblées à 100% en FTTH par Orange. Alors, en chiffres, donc 140 millions d'euros d'investissement par la CTM, près de 100 000 foyers raccordés sur le réseau d'initiative publique. Ça représente 4 500 km de fibre et un déploiement sur 4 ans. Sur ces 140 millions d'euros investis par la CTM, on a 34 millions d'euros financés par l'Europe à travers le FEDER, donc Fonds européen de développement régional, et 50 millions d'euros financés par l'État. Donc voilà nos photos de nos premiers travaux sur la commune de Casse-Pilote. Donc ici à droite, vous avez ce qu'on appelle une armoire télécom. Vous allez en voir un peu partout en Martinique. Ce seront les principaux éléments visibles du réseau. Sinon, à part ça, ce seront des câbles, pour la plupart enterrés ou sur les poteaux. Donc voilà, à Casse-Pilote, on a 7 armoires comme ça qui sont déjà construites. Ensuite, là, je fais juste une petite ouverture pour la suite. Aujourd'hui, on a une utilisation d'Internet plutôt classique, du réseau, je veux dire plutôt classique, Internet, téléphone, télé et VOD. On va construire un réseau qui va permettre de nouveaux usages. Donc, on vient de parler de la télémédecine dans le domaine de l'e-santé. Il y a aussi le télétravail, où si vous passez la journée devant un ordinateur au travail, vous pouvez le faire aussi chez vous, avec votre ordinateur, et etc. Et des futurs usages après, qui sont laissés à l'imagination de tous les entrepreneurs de la Martinique. Donc voilà, je termine sur cette ouverture. Je suis Marvin Rosiette de la CTM. Merci beaucoup, Marvin. Là, ça, c'est du bon plantage de décor. Maintenant, on sait où on est et on va savoir dans un petit instant où on va véritablement. Si vous avez des questions, gardez-les dans un petit coin de votre tête, ou bien notez-les tout simplement. On va les poser à la fin. Là, pour le moment, Marvin, je vous en prie, installez-vous par ici et je vais appeler ceux qui vont vous accompagner pour parler de ce très haut débit. J'invite Daniel Boutrin, directeur des projets innovants chez Orange Caraïbes, et Frédéric Ayotte, directeur général de SFR Caraïbes. Sous vos applaudissements. Merci à tous les trois d'être là avec nous. Alors, je regarde s'il nous reste un micro. Oui, on va décrocher celui-ci. Merci. C'est ça, donner des micros à une handicapée. Et voilà. C'est pas quoi, elle n'arrive pas à les attraper. Oui, heureusement que c'est temporaire. Alors, messieurs, merci à tous les trois d'être là pour échanger un petit peu sur le très haut débit, qui est un sujet un peu plus d'actualité. On a vu qu'effectivement, on peut en faire pas mal de choses. On va essayer de rentrer un peu dans le détail de ce qu'on peut faire de ce très haut débit. Le titre de cette conférence, je le disais, c'est « Le très haut débit et son potentiel de nouveaux services ». Daniel Boutrin, dites-moi, quels sont-ils ces nouveaux services? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le très haut débit? Qu'est-ce que ça change?
Écoutez, ça change déjà beaucoup de choses en termes d'usage. On a pu avoir un exemple tout à l'heure avec le cas du projet IMAC qui nous a été présenté tout à l'heure, où là on est à un niveau des grandes entreprises. Hein. On s'adresse à la fois au grand public qui lui va pouvoir bénéficier d'examens à distance, et puis on s'adresse également à des professionnels de santé qui vont pouvoir optimiser leur mode de fonctionnement. Mais si on se focalise sur la cible principale du salon qu'on a aujourd'hui, les entreprises, des entreprises, et puis aussi des créateurs d'entreprises, eh bien, on va pouvoir se focaliser sur d'autres usages que le simple usage qui consiste à avoir son téléphone mobile avec son adresse email et la possibilité de consulter des sites. Donc, on va voir apparaître beaucoup plus d'usages en termes de contenu, en termes d'utilisation d'applications métiers. Donc, je vais pouvoir être beaucoup plus performant dans mon activité en utilisant soit des bases qui sont accessibles à distance, ou soit en mettant sur des espaces qu'on appelle, avec un anglicisme qui est le cloud, un certain nombre d'informations auxquelles je vais accéder à distance. Voilà, et très, très rapidement, quasiment en temps réel. J'ai une question un peu old school, vous rirez peut-être si vous voulez. On a longtemps fait sans le très haut débit, sans tout ça. Qu'est-ce qui rend aujourd'hui ces services-là indispensables? Frédéric Ayotte, vous voulez peut-être nous répondre sur le sujet? Alors oui, c'est une question un peu old school, un peu rigolote, mais qui a son sens, qui a quand même son sens. Je vais vous dire, déjà, il fut un temps où on n'avait pas l'électricité, on n'avait pas l'eau courante, et on faisait avec. Là, je m'y attendais à celle-là. Voilà. Mais c'est vrai que pour les entrepreneurs qui, par exemple, facile. sont là depuis longtemps et qui ont toujours fonctionné dans leur entreprise sans Internet, le très haut débit, pour eux, est-ce que ça va vraiment avoir du sens? Oui, bien sûr. Alors, je pense que ça a déjà du sens parce que le très haut débit existe déjà. Bon. Nous, on voit bien que nos clients entreprises ont beaucoup changé leur façon d'opérer leur entreprise. Le chef d'entreprise est beaucoup plus mobile. Il a son bureau avec lui en permanence, grâce au très haut débit mobile notamment. Mais ça va plus loin que ça. Mon collègue d'Orange disait que la façon dont les entreprises gèrent leur informatique, par exemple, est en train d'être complètement bouleversée. Le très haut débit permet aujourd'hui aux entreprises d'accéder à des ressources, notamment informatiques, auxquelles elles n'auraient pas accès en achetant du matériel, par exemple, à mettre dans leur entreprise, parce qu'elles n'auraient pas accès à ce type de matériel, parce que ça coûterait trop cher. Et si on prend l'exemple du cloud dont on parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, en fait, c'est un nuage un peu pour beaucoup de gens. Le cloud, c'est quoi? Ce sont des capacités de traitement phénoménales qui sont logées dans des data centers, ce qu'on appelle des data centers, c'est-à-dire des usines à traitement numérique un peu partout dans le monde. Et il y a des entreprises qui permettent à des PME, des TPE même, d'accéder à ces ressources moyennant un coût très, très faible. Et avec ce qu'on appelle en termes un peu anglicistes de la scalabilité, c'est-à-dire la possibilité de démarrer avec peu de ressources et très rapidement, quand l'entreprise croit, quand elle a besoin de plus de ressources, de monter en puissance, mais ça se fait en un clic de souris en fait, parce qu'il y a une réserve de puissance gigantesque dans ces data centers auxquels elle peut accéder. Et l'autre chose importante, c'est que c'est à un coût très faible en fait. On paye en fonction de ce qu'on utilise. Et on peut utiliser pendant une semaine une ressource très importante et puis revenir à sa ressource. Voilà. C'est un exemple, mais pour accéder à ça, il faut du très haut débit. On ne peut pas avoir accès à ces puissances énormes, à faire traiter des volumes de données importants sans avoir du très haut débit pour accéder à ces data centers. Alors, juste sur la question initiale, on parle des entreprises, mais on peut parler des particuliers aussi. Moi, quand j'étais étudiant, ça fait c'était hier matin. C'était il y a très longtemps. Ma famille était ici. Je suis parti en métropole faire mes études. Je parlais à ma famille une fois par semaine au téléphone. Ça coûtait 10 francs la minute. Et donc, on se restreignait à ce qui était important. Aujourd'hui, mes enfants sont étudiants en métropole. Je passe beaucoup de temps avec eux en visioconférence. Et voilà, là, on parle de liens humains dans la famille, avec les amis. C'est quelque chose d'extrêmement important. La technologie, ce n'est pas pour la technologie, c'est pour ce qu'on en fait.
Vous parlez de visioconférence. C'est vrai que quand on pense très haut débit, moi je pense beaucoup à ça, parce que c'est vrai que dans l'entreprise où je travaille, par exemple, il y a régulièrement des visioconférences entre, par exemple, la Martinique et la Guadeloupe. Finalement, le très haut débit, c'est une question aussi d'écologie, d'économie. On va de fait moins souvent... Pour les entreprises qui travaillent beaucoup avec la Guadeloupe ou avec le reste de la Caraïbe, on va moins souvent dans les îles voisines. C'est ça, Marvin Rosiette? Ça sert à ça aussi? Oui, oui, tout à fait. Alors, l'exemple de la visioconférence est un très bon exemple, plutôt que de se déplacer pour aller sur place. Et donc, forcément, ça va coûter de l'argent, ça va coûter aussi de l'énergie. Et bon, dans un contexte, c'est vrai, de réchauffement climatique, c'est important. Donc, oui, la dimension écologique est présente. Après, au niveau de l'utilisation même du réseau, des usages qu'on en fait, on peut aussi aller vers certaines optimisations, c'est-à-dire que les réseaux sont allumés H24. Votre box chez vous, je suppose, est allumée H24. Ça s'éteint? Je ne savais même pas que ça s'éteignait. Et donc, c'est vrai que ça reste un axe. Je lisais dernièrement un article du CNRS sur... Alors, les réseaux ne sont pas des gouffres écologiques, mais c'est l'usage qu'on en fait qui peut en faire un gouffre ou pas. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette attention quand on utilise les réseaux pour diminuer son impact écologique, parce qu'au final, ce n'est pas la faute du réseau, c'est notre faute à nous. Alors, c'est quoi le réflexe qu'il faut avoir? Éteindre tous les soirs avant de se coucher? Comment on éteint ce truc d'abord? Oui, ça peut être quelque chose, ça peut être une option. Ça peut... Ouais. Vas-y, oui. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, c'est en lien également avec ce que disait M. Ayotte. C'est-à-dire qu'en fait, plus on a de capacité en débit, plus on est capable de véhiculer des informations, plus on est capable de les mettre dans les data centers. Donc, vous savez, les data centers sont des endroits où on va rassembler un certain nombre de serveurs qui vont réunir l'ensemble des données. Et donc, plus on est capable de diminuer le nombre d'équipements dans nos box. Alors, je pense qu'on a la même démarche, hein, c'est-à-dire qu'on diminue on diminue le nombre de composants dans les box pour mettre le plus d'intelligence possible dans les data centers, où on optimise l'ensemble des outils. Et donc, du coup, chez vous, vous avez des équipements qui dépensent beaucoup moins d'énergie, par exemple. Même si j'éteins pas ma box tous les soirs. Même si vous ne l'éteignez pas. Mais ça s'éteint. Voilà. Donc, ça s'éteint pas. Vous pouvez l'éteindre, mais vous aurez ensuite des délais de synchronisation de votre box à prendre en compte si vous voulez l'utiliser très rapidement. Mais en tous les cas, sachez que les opérateurs, hein, parce que dans certains cas, on est en compétition, mais là, aujourd'hui, on va essayer de. Oui, non, aujourd'hui, on est tous copains. Voilà, on va peut-être pas copains, mais on va collaborer pour le bien public. On sera cordial. Voilà. Et donc, en tant qu'opérateur, nous avons cette réflexion, justement, autour des économies d'énergie et autour du renouvellement durable. Donc, effectivement, on évite les déplacements inutiles. Donc vers la Guadeloupe, la Martinique, pour suivre votre exemple, mais il y a aussi d'autres activités ici. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui sont des multinationales, donc il ne faut pas l'oublier, hein, et donc qui ont de nombreux déplacements qui peuvent être évités en lançant une visioconférence, que ce soit pour les entreprises, mais également pour les particuliers. FaceTime, vous l'utilisez. Hein. Oui, donc vous avez les Facebook Live qui sont utilisés, les Skype, oui. Les WhatsApp vidéo. Les WhatsApp vidéo sont utilisés, et pour ça, il y a besoin de débit. Par exemple, je donne un exemple très personnel, mais c'est pas grave, vous faites comme si vous n'avez pas entendu. La 4G, puisque ça fait partie du très haut débit, la 4G, j'ai bien compris. Oui. Pour la 4G, par exemple, chez ma mère, le téléphone passe pas bien, son réseau portable passe pas bien parce qu'elle est dans un fond là. Et donc du coup, je suis obligée de passer par la 4G pour lui téléphoner. Je l'appelle par WhatsApp vidéo. Ça a remplacé quelque part le service téléphonique qui était trop limité sur son portable. Et donc du coup, ça me permet quelque part d'avoir une issue de secours. Mais vous mettez l'accent sur ce qu'on appelle, chez nous, la complémentarité des réseaux. C'est magnifique. Et c'est un choix qu'a fait le gouvernement, justement, pour nous parler de très haut débit. Donc, on considère qu'à partir de 30 mégas de débit, on est dans du très haut débit. Et donc, ça nous permet d'exploiter toutes les technologies disponibles sur le marché. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui sont utilisés. Alors, c'est vrai que là, dans l'exemple que vous citez, vous vous adaptez, en fait, à la situation. Et donc, mais au moins, on a une solution. Vous avez une solution. Parce que s'il n'y avait que le téléphone ou une connexion Internet moindre, je n'aurais pas pu la joindre. Exactement. Et donc, ça veut bien dire qu'en fait, il existe aujourd'hui déjà des réseaux permettant de répondre à vos besoins. Puisqu'en fait, en réalité, nous, opérateurs, nous, les acteurs qui sont présents ici,
donc que ce soit la CTM, que ce soit les opérateurs, nous sommes là pour répondre à des besoins déjà existants sur le territoire. Et donc, les besoins initiaux, je pense qu'on y répond. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on aille un petit peu plus loin. Et donc, c'est permettre, par exemple, à des créateurs d'entreprises qui sont ici, qui peuvent être dans la maintenance informatique, par exemple, eh ben, ils peuvent travailler ici pour des clients qui sont à New York ou des clients qui sont à Paris ou des clients qui sont à Londres. Voilà. Donc, c'est ce que ça peut permettre, le très haut débit aussi. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Ayotte? Oui, enfin, on parlait d'économie d'énergie, d'écologie. On peut prendre un autre exemple du très haut débit, notamment en mobilité, c'est la gestion des flottes, par exemple, d'entreprises, la gestion des flottes d'entreprises. Avec la gestion de flotte en temps réel, on fait des économies d'énergie considérables. On optimise les trajets des véhicules. C'est quelque chose de très important en termes d'écologie. Effectivement, c'est un autre exemple intéressant. Alors, on sait on a vu la carte tout à l'heure qui était très intéressante, la plus importante de la journée, c'est ça que j'ai retenu. On a vu la carte tout à l'heure, Marvin. On sait que la Martinique n'évolue pas au même rythme partout en matière d'accès numérique. Est-ce que les entreprises de Sainte-Anne, de Grand-Rivière et du Lamentin, par exemple, auront accès au même service? Est-ce qu'on n'est pas en train, avec du coup, l'échelonnage des choses, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais est-ce qu'on n'a pas du coup une certaine fracture numérique quand on soit au sud, à l'extrême nord ou au centre de la Martinique? Alors, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser pendant la présentation. On s'est arrangé pour qu'il y ait toujours un déploiement au nord, au centre et au sud. C'est-à-dire que chaque année, on a des déploiements dans toute la Martinique. On n'a pas privilégié le nord, le centre ou le sud, en fait. Après, forcément, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il y aura forcément un ordre. Cela dit, quand le réseau sera déployé, tout le monde aura accès aux mêmes services. Qu'on soit à Grand-Rivière, à Sainte-Anne ou à Fort-de-France, ce sera exactement la même chose. Il n'y aura pas de différence de traitement comme c'est le cas actuellement. Même si je suis dans un morne ou dans un... Même si on est dans un morne, même si alors on va chercher la petite maison qui est perdue dans la campagne pour qu'elle ait aussi le très haut débit. Je vous remercie. C'est important. Moi, je crois qu'on peut applaudir cette volonté-là parce que je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans un fond ou dans un morne, mais c'est jamais très facile. D'ailleurs, il y a toujours cette question, le très haut débit, puisqu'on parlait un peu de disparité. On a parfois des lieux qui captent très très bien. Et puis juste à côté, on a des espèces de no-réseau-land où il n'y a rien. Bon, moi, je suis chez un opérateur qui n'est ni l'un ni l'autre. Mais pour le coup, il y a des endroits où je passe et où subitement, pourtant c'est une zone urbaine, j'ai plus rien. Et que ce soit en 4G ou en téléphone d'ailleurs, mais comme la 4G, ça fait aussi partie du très haut débit, la question que je me pose, c'est est-ce que alors quand je suis une entreprise et que je veux m'installer dans un endroit et que je découvre que finalement, mon voisin, il a Internet, mais moi, là où je suis, ça ne passe pas bien, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a alors soit des solutions d'anticipation, soit des solutions après coup? Je ne sais pas, peut-être comme les trucs Air Wi-Fi, des choses comme ça, je ne sais pas trop, Frédéric Ayotte. Oui, bien sûr. Quand une entreprise vient nous voir pour ses télécommunications, bon, je parle au nom d'SFR, mais je sais que Orange fait la même chose. On étudie le besoin du client. S'il se trouve qu'il est dans une zone compliquée, on va lui chercher des solutions pour le desservir. Alors, les endroits, le réseau très haut débit fixe qui est en train de construire la région, comme l'a dit monsieur, va couvrir l'ensemble de la Martinique, alors dans un timing plus ou moins long. Il y a toujours d'autres possibilités. C'est assez rare qu'on ait une entreprise qui soit complètement pas raccordable. Je connais un opérateur qui a par exemple une offre très haut débit fixe passant par la 4G qui permet notamment d'aller dans des endroits où pour l'instant il n'y a pas encore de très haut débit fixe fibre. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et nos collègues d'Orange ont aussi des solutions. Voilà. Donc c'est quand même assez rare qu'une entreprise, on la laisse en plan parce qu'il n'y a pas de possibilité. Moi, je ne vois pas trop ces cas. Voilà, il y a de l'espoir. Mais vous voulez ajouter quelque chose? Après, sur les sujets de couverture mobile dont vous parliez, un réseau de téléphonie mobile, c'est basé sur une technologie qui est la radiocommunication. La radiocommunication, c'est entre guillemets pas une science exacte. On fait des simulations, on pose des sites, des relais à des endroits pour essayer de couvrir à 100% des zones. Couvrir à 100%, c'est vraiment c'est quasi impossible en fait. Donc, il peut toujours y avoir un trou à un endroit, etc. Alors, nos services, en tant qu'opérateurs, et ça c'est notre travail,
nos services qui analysent le réseau en permanence suivent les remontées de nos clients, et quand on voit qu'il y a une zone où il y a beaucoup de clients qui se plaignent, ou systématiquement à un tel passage sur la route, il y a une coupure, on met ça dans nos plans d'investissement et on rajoute au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez fastidieux en fait, pour arriver à ce qu'il n'y ait pas de petits trous comme vous dites. Oui. Mais je voulais juste rajouter une chose, c'est qu'on n'a pas à rougir aux Antilles Guyane. Nos réseaux, et notamment en très haut débit mobile, 4G, sont réputés comme étant de très bonne qualité. C'est-à-dire d'un niveau supérieur à ceux de la métropole, ce qui n'est pas rien. On a tous beaucoup investi dans la 4G dans nos zones, et nous avons un réseau de très grande qualité. Et ça, il faut le dire, parce qu'on a souvent l'habitude de un peu se dénigrer nous-mêmes. Oui, mais dans tous les domaines. Non, mais c'est bien celui-là. Et sur ce domaine-là, du très haut débit mobile, on est en avance. Donc il faut pas avoir peur de le dire. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, et puis même confirmer certains de pratiquement la totalité de vos propos, puisqu'en fait, effectivement, un réseau, ça s'entretient au fur et à mesure. Et dans notre réseau, effectivement, on a de la technologie, mais il faut aussi tenir compte de l'humain, et donc on tient compte des remontées qui sont faites de la part de nos clients. Et là, c'est vrai, c'est un travail quotidien. Et puis aussi un point qui est important, c'est un mot qui est important, c'est que nous sommes un territoire résilient. Et nous, opérateurs, nous sommes résilients. C'est-à-dire que tous les 2 ans, pratiquement, nous avons des incidents climatiques, oui. D'accord, ou sismiques. Et donc, ça veut dire que nous avons développé une intelligence, j'allais dire, supérieure à mais ce vous que avez raison, nos collègues, en tous les cas, en France métropolitaine, parce qu'il faut anticiper tous ces éléments-là. Et donc, ça veut dire qu'on développe des modes de fonctionnement tout à fait en lien avec les contraintes de nos environnements. Et donc chez nous, on n'a pas une sous 4G ou une sous... Absolument pas. On est opérationnel. Pour avoir accès aux services dont on parle, on a parlé de visioconférence, on a parlé de plein d'autres choses, est-ce qu'il faut revoir son matériel de bureau quand on est une entreprise, qu'on est installé? Est-ce que du coup, le très haut débit arrive, est-ce que ma machine va pouvoir survivre, ou est-ce qu'il va falloir faire des investissements supplémentaires à titre professionnel? Je peux répondre sur une partie qui est intéressante. Faites la moitié que vous voulez. Et puis après, peut-être je vous laisserai l'autre partie. Mais en tous les cas, ça permet d'optimiser ces équipements. C'est-à-dire qu'avant, je devais, quand je suis une entreprise, j'ai mon équipement minimum, donc mon téléphone, mon ordinateur, mon imprimante. En fonction de la taille de mon entreprise, j'ai mes serveurs, donc mes serveurs applicatifs, mes serveurs métiers, ma comptabilité, enfin voilà. Et donc, plus on monte en débit, plus ces équipements-là peuvent être virtualisés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont plus chez moi, j'ai plus à les entretenir, ils sont gérés sur des plateformes, donc qu'on appelle des data centers. Voilà. Donc du coup, ça va m'obliger à avoir une réflexion complètement différente sur mon équipement. Donc dans beaucoup de cas, je vais faire des économies. Voilà. Donc il n'y aura pas d'investissement à faire. Absolument. Monsieur Ayotte, l'autre partie. Oui, alors évidemment, quand on fait évoluer la technologie, quand on apporte des nouvelles possibilités, il y a souvent effectivement à adapter les équipements derrière. Mais je dirais qu'il faut le chef d'entreprise, il ne regarde pas ça uniquement en termes de dépenses upfront, comme on dit, mais plutôt en termes de rentabilité. C'est-à-dire qu'on prenait le cas du cloud. Si le chef d'entreprise, pour économiser sur les coûts de fonctionnement de son informatique tous les ans, doit investir un peu, mais se rattraper au bout de 6 mois sur ce qu'il ne paiera pas en termes de coûts de fonctionnement, il a gagné. Donc oui, il faut souvent investir quand on fait un pas technologique, et avec le très haut débit, ça sera le cas. Les entreprises vont probablement devoir s'adapter. Mais si un chef d'entreprise décide d'investir, de se connecter au très haut débit, c'est pas parce que juste il veut être hype, quoi. C'est pas un chef d'entreprise, ça ne raisonne pas comme ça. S'il décide d'aller vers le très haut débit, c'est qu'il sait qu'il a des gains de productivité à faire, qu'il va s'ouvrir de nouveaux marchés, voilà. Et donc ça, c'est en termes de rentabilité qu'on réfléchit. Alors après,
On a aussi ici en Martinique un écosystème d'entreprises qui s'appelle des intégrateurs, qui sont des gens qui vendent du matériel et qui sont capables d'estimer le besoin de l'entrepreneur en fonction de ce qu'il veut faire et de le guider et de lui fournir le matériel qu'il faut, adapté à ce que les opérateurs fournissent comme très haut débit derrière. Vous parlez d'investissement et de tarifs. Il y a une question que je trouve importante, c'est est-ce que le très haut débit financièrement est à la portée de toutes les bourses? Alors, en général, pour avoir le très haut débit, on passe forcément par un opérateur comme vous, par exemple. Est-ce que du coup, dans l'élaboration des forfaits, puisqu'on monte en gamme et que du coup on évolue en matière de technologie, ça coûte plus cher pour les entreprises qui veulent du coup s'adapter et passer sur le très haut débit? Non, alors on est dans les télécommunications, notamment en France, dans un système où, contrairement à beaucoup d'autres activités, quand on apporte de la nouveauté, on ne fait pas monter les prix. On a plutôt tendance, au minimum, à maintenir les prix et en mettre plus pour le même prix. Bon. Voilà, donc c'est un peu d'ailleurs spécifique à notre secteur d'activité et ça a été tellement poussé d'ailleurs en France métropolitaine que ça pose de gros problèmes aux opérateurs en termes de capacité d'investissement. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais par contre, pour être très concret, ici aux Antilles, pour avoir une offre très haut débit, on parle de 45 € par mois. Ça commence à ce prix-là. Pour une entreprise. Pour une Parce que entreprise. du coup, il y a des offres spécifiques. On ne parle pas de choses extraordinaires. C'est tout à fait abordable pour toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou même des TPE. Oui, parce que même quand on est une start-up, finalement, on a quand même on n'a pas un rond, mais on a au moins 45 €. Généralement, Sinon, oui. Surtout si c'est ce qui peut vous permettre de faire votre business ou du moins de vous rendre plus compétitif. Sinon, on ira dans un incubateur ou un truc du genre. Vous vouliez ajouter quelque chose, Daniel? Non, je vous ai vu faire un mouvement de micro. C'est pas ça, c'est qu'en fait, vous savez, on est dans un monde très compétitif. Il y a beaucoup d'acteurs présents sur le territoire. Et donc, je ne vais pas dire qu'on est souvent en guerre, mais en tous les cas, on fait en sorte de mettre en avant le plus possible nos différents arguments. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a du choix pour les entreprises. Voilà. Et donc, et ensuite, je suis assez étonné parce que il y a plein de points d'accord en fait. Je suis d'accord avec vous. On est dans le même business. Voilà. Vous voyez, vous pouvez être copains. On les aura réunis. On apporte de l'abondance, effectivement, du service, et donc pour des solutions qui sont très compétitives aujourd'hui. Vous avez beau être concurrent, vous vous battez pour la même chose au final. On peut être. Faut le développement économique. Plus notre économie se développe, plus on a des chances d'avoir de la création d'entreprises. Plus on a de la chance d'avoir de la création d'entreprises, plus il y a du business pour tout le monde, quoi. Voilà. Ce très haut débit, ça peut permettre à beaucoup d'entreprises, on l'a dit, de collaborer avec l'international. C'est vrai que beaucoup de nos entreprises veulent s'exporter vers d'autres îles de la Caraïbe notamment. Ils en sont où, nos voisins, en matière d'Internet? Est-ce qu'ils sont en avance? Est-ce qu'ils sont en retard? Si je veux faire une visio, par exemple, avec, je ne sais pas, la Dominique, Haïti, Trinidad, n'importe où, est-ce que c'est possible facilement ou pas? J'ai déjà vu, par exemple, à la CTM, d'ailleurs, une visioconférence avec plein d'îles différentes et ça buguait un peu par là. Ça allait bien à Saint-Vincent, à Sainte-Lucie, ça allait moins bien, ou je ne sais plus. Enfin, du coup, voilà, quand on veut travailler avec nos voisins, est-ce qu'on est tous dans le même bateau ou est-ce qu'il y a une disparité vraiment énorme? Je ne connais pas très bien en fait les territoires que vous venez de citer. Je les connais d'un point de vue touristique, mais d'un point de vue et qualité des services qu'ils rendent, je ne saurais pas vous donner une comparaison exacte. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont dans les mêmes contraintes que nous, peut-être avec moins de moyens que nous en termes de développement, mais en tous les cas, ils cherchent aussi, eux aussi, à briser leur insularité et donc à faire en sorte de se connecter avec le monde entier. Donc pour faire une visio de type Skype ou de type FaceTime, je sais que oui, c'est possible. Voilà. Ensuite, pour faire des visios de manière professionnelle, tout dépend, encore une fois, du prestataire que vous aurez choisi. Donc, je ne sais pas quel est le prestataire qu'avaient choisi les interlocuteurs avec lesquels la CTM était en connexion. Mais en tous les cas, quand on veut une visio, tout dépend de la qualité de la visio que l'on souhaite. Et c'est là où peut intervenir les différents choix d'opérateurs dans la qualité du service qui peut être rendu. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à cela. Maintenant, une start-up qui veut se développer à l'international, c'est tout à fait possible aujourd'hui, depuis la Martinique, en tous les cas. D'ailleurs, c'est ce que nous cherchons, parce que j'ai aussi un autre programme, qui est un programme Orange Startup, donc qui accompagne des projets de start-up. Et donc, on sait le faire, même aux États-Unis, même sur les îles
avoisinantes. Par contre, je ne saurais pas rendre le service, moi, en tant qu'opérateur, par exemple Orange, mais on a sur place. D'accord. Ah, Marvin Rosillette, vous voulez défendre la CTM? Oui. Moi non plus. On a attaqué la CTM? On a dit que les autres avaient une mauvaise connexion. C'est pas notre faute. Non, c'est juste pour ajouter que la région à l'époque a investi dans un câble sous-marin. Et c'est pas je crois que c'était entre la Martinique et la Guadeloupe. Et il y a également d'autres câbles sous-marins qui relient toutes les îles des Antilles. Donc c'est à travers ces câbles sous-marins que passent toutes les connexions avec les autres îles, dont les Visio. Alors, je pense que ce qui bloque, c'est plus après le service qu'il y a derrière, une fois qu'on est sur l'île, quels sont les moyens de télécommunication qui vont amener la visio du point d'arrivée du câble jusqu'au local, ou des moyens de l'opérateur qui gère la visio pour avoir de la capacité sur ce câble. Donc, les infrastructures sont là. On a tout ce qu'il faut en fait pour mettre en place des moyens de communication très fiables entre les différentes îles. Merci. Monsieur Ayotte, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense que le sujet avec les îles de la Caraïbe, pour ce qui est des communications entre entreprises ou entre institutions, il n'y a pas de sujet, c'est tout à fait possible. Le sujet, il est plus dans la diffusion du très haut débit à l'intérieur des territoires. C'est-à-dire que si vous êtes, je prends un exemple qui n'est sûrement pas le bon, hein, mais à Sainte-Lucie, Castries, vous êtes dans Castries, vous n'aurez pas de problème pour faire une visio avec les autres pays. Peut-être que quand vous êtes dans des endroits plus reculés de Sainte-Lucie, ça va être plus compliqué parce que, mais je dis encore que je ne sais pas pour Sainte-Lucie, donc c'est peut-être pas le bon exemple, mais peut-être que le gouvernement n'aura pas fait le même projet que ce que fait actuellement la CTM, c'est-à-dire d'aller pousser les infrastructures internes à l'île jusqu'au bout. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est ça qui coûte le plus cher, hein, c'est d'aller chercher l'habitant chez lui et le raccorder. Et ça devrait être bon chez nous, hein, on a dit Marvin. Même la plus petite maison toute paumée, elle sera raccordée. Je vous fais confiance. Oui, tout à fait, oui. Bon. Si ce n'est pas le cas, c'est notre objectif. Je vous retrouve. Bon, Internet, c'est une technologie qui évolue très vite. À peine installée la 3G, on parlait déjà de 4G. D'ailleurs, sur la 4G, est-ce qu'on a vraiment, on l'a dit qu'on a vraiment une puissance comparable à celle de l'Hexagone. On n'a pas de 4G en carton, ça c'est important de le redire, même si des fois on a des doutes. On en est donc à la 4G, l'installation du très haut débit. Internet, ça va vite. Est-ce qu'on envisage déjà la suite? Je sais pas, une 5G, 6G. Pourquoi c'est un G d'ailleurs? C'est quoi ce G? G, c'est génération. C'est les différentes générations de technologie. Ok, donc la génération suivante, on l'envisage déjà ou pas? La génération suivante, qui est la 5G pour le mobile, hein, est effectivement déjà, entre guillemets, sur les rails. Alors, l'élément déclencheur de la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile pour les opérateurs, c'est ce qu'on appelle l'attribution des fréquences. C'est-à-dire que notre autorité de régulation, qui s'appelle l'ARCEP, hein, qui a la responsabilité d'organiser les télécoms sur le territoire national, va attribuer des blocs de fréquences, puisque la téléphonie mobile, on fonctionne avec des transmissions radio, donc on utilise des blocs de fréquences. Et le point de départ d'une nouvelle technologie, c'est que l'ARCEP attribue des blocs de fréquences en disant, voilà, je vous donne ces blocs de fréquences-là, vous pouvez mettre dessus la nouvelle technologie qui vient de sortir. Bon. En métropole, ce processus va démarrer en mai, je crois, pour la métropole. Les DOM, depuis toujours, sont lancés après. Alors, sur la 4G, on a eu un retard considérable par rapport à la métropole. Il me semble, hein, oui. Ouais, et on espère tous, je pense, ici, que ça ne sera pas le cas pour la 5G et qu'on aurait un décalage d'1 an maximum pour... voilà. Mais c'est juste une supposition. Les opérateurs que nous sommes, nous ne sommes pas du tout maîtres du calendrier. Hein. C'est le gouvernement et l'ARCEP qui est maître du calendrier. Et ça voudrait dire, alors pour la métropole, si les process démarrent en 2019, ça veut dire que les premières ouvertures commerciales se feront probablement en 2020. Si nous, on a un an de retard, ça veut dire 2021. Espérons que ça n'ira pas plus loin que ça. Et cette 5G, qu'est-ce que ça va changer? Ça ira juste plus vite? C'est pas que plus vite. Alors la 5G, ça a plusieurs avantages. Le premier, bien sûr, c'est que ça va aller plus vite. Les débits seront plus importants. Hein. On parle de... sur la 4G, on atteint aujourd'hui des débits de l'ordre
maximum de l'ordre de 900 mégabits, hein, dans la dernière évolution possible de la 4G. Sur la 5G, les futures évolutions de la 5G vont pousser jusqu'à 20 gigabits par seconde. Voilà, donc c'est à peu près 20 fois plus rapide que le maximum de la 4G actuelle. Donc c'est énorme. Mais c'est pas, ce sujet de débit, ce n'est pas le seul et ce n'est pas forcément le plus important. Ce que va apporter la 5G, c'est une capacité, une capacité à connecter beaucoup plus de terminaux que ce que peut faire la 4G aujourd'hui. Alors, ce n'est pas parce qu'il va y avoir plus d'êtres humains sur Terre, c'est parce qu'un des objectifs de la 5G, c'est de permettre de connecter les objets à Internet. Et les objets, j'ai lu récemment qu'on estime que d'ici fin 2020, je crois, on aurait quelque chose comme 50 milliards d'objets connectés à Internet par les réseaux 5G, ce qui est juste délirant. C'est totalement ouf. Voilà. Et donc, la technologie 5G va permettre d'avoir une densité de connexion beaucoup plus importante que la 4G. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est un sujet important. Elle permet aussi d'avoir une latence beaucoup plus faible. Alors, la latence, c'est quoi? C'est le délai, le temps que met un paquet d'informations à aller d'un point A à un point B dans le réseau. Typiquement, le délai que va mettre un paquet d'informations à aller de votre mobile à celui de la personne avec qui vous communiquez. Donc, si j'envoie un WhatsApp à Marvin, il le recevra plus vite? C'est ça que ça veut dire concrètement? À l'échelle humaine de la réaction humaine, vous ne sentirez pas la différence parce que c'est déjà très rapide. Ce n'est pas important pour ça, c'est important pour l'Internet des objets. Si on prend par exemple une des applications attendues de la 5G qui est la voiture autonome, la capacité qu'auront les voitures à communiquer entre elles, s'échanger des informations pour pouvoir réagir sur la route, par exemple un freinage d'urgence. Si vous avez un délai de transit de l'information qui est trop élevé, comme c'est le cas aujourd'hui, il n'y aura pas une réaction assez rapide. La 5G va permettre de diviser par 10 les temps de réponse. Voilà. Donc c'est une des autres. Le dernier, enfin c'est sûrement pas le seul, mais important, le dernier élément important sur la 5G, c'est la consommation d'énergie. Les terminaux 5G et les réseaux 5G vont consommer beaucoup moins d'énergie que les réseaux 4G. Alors, ça va permettre bien sûr d'être plus écologique, mais ce n'est pas que ça. Ça va permettre aussi d'équiper des objets avec de la 5G et avec une capacité à fonctionner très longue, puisqu'on va avoir des toutes petites batteries qui vont consommer très peu. Par exemple, vous allez pouvoir équiper, moi je ne sais pas quoi, des éoliennes par exemple, pour pouvoir gérer leur fonctionnement. Vous n'aurez pas à aller les recharger en énergie indéfiniment, etc. Voilà. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et les applications de la 5G, on en a quelques-unes en tête, mais on n'a aucune idée de ce qui va vraiment être fait avec. De la même façon que sur le très haut débit 4G, les opérateurs et les gens qui font de la prospective avaient imaginé des choses, mais je pense que personne n'avait imaginé à l'époque Facebook, WhatsApp. Voilà. Donc, nous, les opérateurs, notre rôle, c'est de déployer des technologies de plus en plus performantes, de faire des réseaux fiables. Et après, c'est les gens qui imaginent des services dessus, de s'emparer de la technologie et d'en faire quelque chose. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Boutin? Oui, tout a quasiment été dit en termes d'évolution de réseau. Donc, c'est déjà une actualité, la 5G, il faut savoir. Il y a aussi il y a un élément que vous n'avez pas ajouté, c'est la qualité de service. Donc, ça va permettre de gérer le niveau de qualité de service attendu en fonction de l'usage que l'on aura du réseau. Donc, ce qui n'est pas forcément possible avec un réseau 4G. Et donc, ça veut dire que ça permet de faire fonctionner plusieurs choses simultanément. Typiquement, pour votre WhatsApp, il n'y a pas besoin d'autant de bandes passantes que pour faire fonctionner un véhicule de façon autonome. Donc tout ça, ça peut être réglé dans le réseau. D'accord. Voilà. Donc c'est ça que ça va permettre de faire, d'une part. Et d'autre part, on est en train aujourd'hui effectivement de réfléchir à tout ce qui tourne autour des véhicules autonomes, tout ce qui permet de fonctionner les usages autour de l'intelligence artificielle. Donc ce sont déjà des sujets existants. Mais par contre, il y en a d'autres auxquels on n'a pas forcément pensé. Et c'est là où sont importantes les startups. Et c'est là où c'est important de se dire que, quel que soit l'endroit où se situe une startup, il peut avoir des réflexions. On peut très bien prendre la main sur un outil en étant à partir de son mobile, compte tenu des délais de latence si on est en 5G, sur un équipement qui est à l'autre bout du monde. Je pense que monsieur qui est sur les projets d'imagerie médicale
doit attendre très fortement ce type d'usage, parce que dans certains coins, on n'a pas d'autre solution qu'un téléphone mobile pour pouvoir se connecter. Ouais. Notamment en Guyane, je pense qu'il y a des endroits qui sont assez isolés où seul le téléphone mobile peut passer, et encore. À certains endroits, il n'y a pas encore. Voilà. Il me reste 2 petites questions. On a très peu de temps parce que je ne sais même pas quelle heure il est en vérité. C'est scandaleux, je devrais le savoir. On a commencé en retard. Vous avez quelle heure, Monsieur Vertueux? On est scandaleusement en retard. Une dernière petite question. D'un point de vue pratique, est-ce que pour moi, chef d'entreprise, jeune ou moins jeune, c'est facile de s'adapter aux outils et à la vitesse à laquelle ça évolue? Je disais tout à l'heure qu'un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a d'abord un objectif, qui vise très bien son objectif et qui ensuite met des moyens pour l'atteindre. Alors, il ne regarde pas la technologie comme un amusement ou comme quelque chose qu'il faut absolument connaître ou apprendre. Il a son objectif et il se dit, bah, tiens, ce truc-là, ça va peut-être me permettre d'atteindre mon objectif plus rapidement, à moindre frais, etc. Donc, généralement, le chef d'entreprise, jeune ou moins jeune, hein, il est capable d'aller fouiller pour comprendre comment ça marche, et parce qu'il a cet objectif derrière la tête. Après, il y a aussi des cas de chefs d'entreprise qui, pour des raisons X ou Y, mais ce n'est pas forcément que l'âge, n'adhèrent pas à la technologie, ne comprend pas, mais comment dire, la force d'un chef d'entreprise, c'est aussi d'être capable de s'entourer. Et donc, quand il ne comprend pas quelque chose, de recruter quelqu'un qui est capable de le faire pour lui, de lui expliquer. Et donc, là-dessus, les entreprises martiniquaises ont la chance d'avoir un vivier de jeunes Martiniquais et d'Antillais de façon générale, qui notamment sont en métropole ou en Europe et qui connaissent très très bien ces technologies. Enfin, je parle avec mon expérience, puisque en tant que manager d'un opérateur, je recrute beaucoup de jeunes Martiniquais, de jeunes Antillais, de jeunes Guyanais, qui sont extrêmement compétents, qui ont acquis des compétences très pointues en métropole. Et c'est un vivier auquel ces chefs d'entreprise ont accès si pour eux c'est trop compliqué. Rapidement, une dernière question pour chacun, en 2 mots, mais vraiment 2. Pour vous, c'est quoi la Martinique numérique de demain? Vous battez pas, hein? Alors, rapidement, mais on en parlait tout à l'heure ensemble. Je crois que la Martinique a un avantage considérable. C'est que on a le soleil, on est dans un endroit magnifique, on a une qualité de vie de ce fait-là qui est très intéressante, et il faut qu'on arrive à faire venir les talents ici, et notamment nos propres talents, c'est-à-dire nos jeunes qui sont partis se former ou qui travaillent en Europe, en métropole, qui viennent ici. Et le très haut débit, c'est un moyen extrêmement important de les faire voir. Il n'y a pas que ça, on en parlait tout à l'heure, il y a tout, mais je vais laisser la parole à mon collègue qui connaît bien le problème de l'écosystème et tout, mais c'est un des moyens de faire revenir nos jeunes talents sur l'île pour venir et développer l'île, et voilà. Monsieur Boutrin. Oui, je confirme ce qu'on était en train de se dire là tout à l'heure, c'est faire de la Martinique une place une place of business, comment je veux dire, un lieu où il fait bon vivre effectivement, mais il fait bon aussi travailler. Donc avec un maillage du territoire, avec des espaces de coworking un petit peu partout, très bien équipés, qui permettent le télétravail, donc qui permettent d'habiter Morne-Vert et de faire du business avec le monde entier. Voilà, mon rêve, c'est ça. D'accord. Donc après, j'ai la chance d'être dans un environnement où on ne pense qu'à ça, donc le développement pour demain. Et donc du coup, on cherche les startups, les créateurs d'entreprises qui vont faire la Martinique de demain. Voilà. Marvin, le mot de la fin. La Martinique de demain, numérique. Alors, je vais donner un regard peut-être plus jeune. Là, vous avez pris un coup, mais alors méchant. C'est un coup bas, c'est très scandaleux. Ça, on va vous couper Internet, vous n'allez rien comprendre. Donc oui, alors moi je vois surtout le fait que la Martinique soit insulaire, rendre la Martinique numérique, je pense que c'est capital en fait, qu'on n'a pas le choix, que oui, pouvoir habiter en Martinique et travailler avec des gens de l'autre côté du monde, c'est vraiment en fait vers ça qu'on doit aller. Pour moi, la Martinique de demain, la Martinique numérique, c'est on n'a pas le choix en fait.
c'est la composante incontournable de la Martinique de demain, en fait. Et ce sera le mot de la fin. Oui. Ben, en fait, non. Qu'est-ce que ça a de plus jeune? C'est-à-dire que... C'est vrai que j'ai pas... Okay. On va vous laisser vous expliquer tout à l'heure. Pour le moment, merci messieurs. Merci, je pense qu'on peut les applaudir. Ils nous ont apporté de belles précisions sur plein de choses très intéressantes. Restez dans le coin parce que peut-être que le public a des questions. Eh ben voilà, on a une question là-haut. Oui, restez avec nous. Je vous ai dit merci, je vous ai pas dit allez-vous-en. Madame. Ma question sera peut-être un petit peu longue parce que je vais expliquer le contexte dans lequel je la pose. Voilà, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines activités professionnelles qui peuvent se créer à domicile, notamment dans le numérique. Or, il se trouve que je suis dans une zone qui a été citée comme site pilote, en l'occurrence Sainte-Luce, sauf que là où je me trouve, je suis à la périphérie Diamant-Sainte-Luce-Rivière-Salée. C'est une zone blanche, dite blanche, puisque mon rêve, vous avez parlé de rêve tout à l'heure, c'est d'avoir au moins le haut débit et la 2G qui fonctionne. Or, ce n'est pas du tout le cas. Même la TV numérique, c'est la galère. Donc, ma question est toute simple. À quand la prise en compte de cette zone-là, qui, me semble-t-il, jusqu'à présent, n'a jamais été prise en compte, que ce soit par les opérateurs ou les autres, sachant que j'ai quelqu'un chez moi qui a un projet professionnel qui ne peut pas le mener à terme parce qu'il n'a pas les moyens d'aller ailleurs, de payer un local pour pouvoir s'installer dans une zone économique parmi celles qui sont citées dans le plan que vous avez présenté tout à l'heure. Merci beaucoup, madame. Marvin, peut-être, pour une réponse. Je vais répondre pour nos travaux de déploiement et ensuite je laisserai les opérateurs répondre. Alors, c'est toujours compliqué de répondre à ces questions-là parce que je ne sais pas exactement où vous habitez. Vous avez dit à la périphérie, comment? Oui, c'est un quartier en plein développement économique, qui plus est, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont installées, il y a eu des résidences, des choses comme ça. Alors, je sais que dans cette zone-là, on va faire de la montée en débit, on va faire une amélioration du débit ADSL. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pour garantir un débit minimum de 4 mégas dans la zone. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. Ne serait-ce que pour le téléphone, nous sommes, pas le téléphone, le haut débit, nous sommes à 4 mégas en montant, 1 méga descendant. Or, mon fils, il était dans le nord, il avait 20 mégas, il pouvait encore travailler. Depuis qu'il est revenu chez moi, c'est impossible. C'est la galère. Il a changé plusieurs fois d'opérateur. Enfin, on a changé de fournisseur pour l'Internet. Et même au niveau téléphonie mobile, c'est la galère. On était chez Orange et il est passé à SFR. Ça fonctionnait au début. Maintenant, c'est la galère. Moi, j'ai Digicel. Mais je vous dis, j'ai la totale. J'ai Digicel, j'ai Orange. Là, vous parlez d'un débit fixe ou d'un débit Je parle des deux, mobile, parce que c'est à tous les niveaux que ça déconne. Alors, à Sainte-Luce, Sainte-Luce fait partie de la première vague. Après, si vous faites partie de cette amélioration... où Sainte-Luce, le bourg, mais pas non. Attendez. Sur la carte, on a vu tout à l'heure tout Sainte-Luce, sauf la campagne. Moi, j'ai fait attention parce que je regarde les Trois-Rivières. Ça passe pas du tout. Non, c'est important. Voilà, à Sainte-Luce, on a vu tout le littoral, les coteaux. On cherche la lisière du Diamant et de Rivière-Salée. Vous voyez Rivière-Salée, la petite zone là, je suis plus là, le petit coin là que vous voyez, par là. Au-dessus de Sainte-Luce. Ce petit coin là, vous êtes à Rivière-Salée? C'est la limite. Les coteaux, c'est à la limite. Alors, c'est bien ça. Donc, c'est une zone d'amélioration du débit. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va d'abord faire une première intervention pour améliorer le débit dans cette zone, puisque, comme vous nous le dites, la DSL est très mauvaise. Et ensuite, nous reviendrons en 4e année pour amener le très haut débit dans cette zone-là. Donc, dans tous les cas, vous aurez le très haut débit dans cette zone-là. Mais l'amélioration, la montée en qualité, elle est prévue pour quand? Elle est prévue pour cette année. Youhou! Et est-ce que, au moins, on parle de 2G, 3G. Vous parlez déjà de 5G, je suis encore au 2G. Alors attendez, donc, moi je vous parle uniquement du déploiement des réseaux fixes. Je ne parle pas de réseau mobile. Vous n'avez pas de projet pour les réseaux mobiles? Les réseaux mobiles, ça c'est pour ça que je vous disais, je vais répondre pour les réseaux fixes, pour ce qu'on fait. Et après, pour les réseaux mobiles, je vais laisser Orange et SFR se défendre sur cette question. Voilà. Monsieur Boutrin, Monsieur Ayotte, quelqu'un?
Allô, je vous C'est entends assez pas. aléatoire. Allô Enfin, c'est un peu compliqué de répondre comme ça parce qu'effectivement, il faut tenir compte des différentes remontées qui peuvent avoir été faites de votre part. Mais également de l'environnement de travail dans lequel on est, puisqu'en fait, il existe plusieurs opérateurs. On disait tout à l'heure que les ondes radio se propagent en fonction de l'environnement dans lequel on est. D'accord ? S'il existe plusieurs opérateurs, c'est pour cette raison. Sinon, il n'y aurait qu'un seul opérateur qui prendrait tous les clients, et puisque c'est lui qui aurait le meilleur réseau. Donc, il peut y avoir des distinctions de zones en fonction de l'opérateur que vous choisissez. Vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez cité... J'ai même pas fini, je vous parlais de Digicel. J'ai Oui. pris Digicel pour régler le problème. Selon moi, à Fort-de-France, il n'y a aucun problème. J'arrive chez moi, je ne peux pas téléphoner. Donc j'ai un abonnement qui ne me sert strictement à rien. Parfois, c'est aussi une question de morne, de pas morne, si l'antenne. Mais non, mais il y a les trois qui ne fonctionnent pas, il y a un problème. Eh ben moi, je vous invite à vous rapprocher moi, ce que je peux vous dire, on est dans le cadre dont on parlait tout à l'heure. Madame a fait l'effort de venir ici. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que vous allez me laisser vos coordonnées, on va regarder. Parce que s'il s'agit d'un lotissement qui est mal couvert, alors peut-être qu'on a un projet très prochain sur cette zone-là, j'en sais rien. Il faut que je vérifie avec nos ingénieurs, mais on regardera ça précisément. Voilà. Bonne réponse. Voilà une bonne réponse. Est-ce qu'on a une deuxième question? Claude Titina, la MPI. Oui, pour la MPI, parce que, bonjour, c'est très intéressant. Et moi, je vais parler pour un de nos adhérents en particulier, qui est Sommes, qui est donc produit l'eau de Champflore, entre autres, qui sont donc Morne Rouge. Et comme vous savez, ceux qui sont présents, c'est juste une catastrophe, quoi. Et donc, ils nous ont interpellés, nous, la MPI, ce sont nos adhérents, ils font partie de nos adhérents. Et moi, je vois Morne Rouge, là, sur votre carte, j'étais juste à côté quand vous la passiez tout à l'heure. Je vois 2020. Alors, la question, elle est plus globale, c'est-à-dire que, finalement, si je comprends bien, ce sont des progressions géographiques au fur et à mesure, ce que je peux comprendre. Ça veut dire que en réalité, il n'y a pas du tout de logique. Enfin, y a-t-il ou non, pardon, une logique en fonction des entreprises? Là, si vous voulez, Sommes à son siège, ça veut dire qu'il y a des mails qu'ils ne reçoivent pas et ils sont en train de se poser la question de savoir s'ils ne vont pas déménager. Et pas seulement le siège, il y a aussi une usine où ils ont fait de très gros investissements. Je parle pour eux, mais il y a d'autres entreprises dans la Martinique. Mais voilà, c'est juste la question, est-ce qu'il y a une priorité entreprise ou pas du tout? Ou est-ce que c'est juste géographique, on balaye, voilà. Merci. Marvin, Rosillette, la CTM. Alors oui, comme j'expliquais tout à l'heure, la logique, c'était d'apporter une réponse à la fois au nord, au centre et au sud. Pour ne pas donner l'impression qu'on priorise le nord, le sud ou le centre. Morne Rouge arrive en deuxième année. Après, on ne peut pas tout faire d'un coup. On est un peu obligé de... Voilà. Pour répondre aux entreprises, on avait fait le choix de déployer des zones d'activité économique. On a fait la Lézarde. Et pour les zones suivantes, on s'est dit qu'on préférait les câbler avec notre déploiement FTTH. Donc là, le seul déploiement prioritaire qu'on fait, c'est pour les collèges, les lycées et les centres administratifs. Et après, c'est à travers notre déploiement FTTH qu'on va faire la suite. Donc en fait, le déploiement va grandir en même temps que les élèves des collèges et des lycées. Donc quand ils seront sur le marché du travail, ils auront un bon réseau. C'est ça? C'est logique. C'est la logique. C'est très logique. Je peux juste rajouter quelque chose pour le cas de madame. La Sommes, on parle quand même d'une entreprise importante, qui a des moyens. Je suis un peu surpris que, moi en tout cas, j'ai pas, peut-être qu'Olivier pourra dire, mais je suis étonné d'avoir pas été sollicité pour ces besoins de raccordement, parce que une entreprise de cette taille-là, on trouve toujours des solutions. Alors ça peut coûter un peu d'argent, mais enfin à l'échelle d'une entreprise comme ça, c'est pas un problème. Il y a toujours des solutions plus professionnelles. On peut parler de faisceaux hertziens ou de choses comme ça qui permettent de raccorder des sites qui se trouvent dans des zones isolées. Sommes, c'est exactement le cas, puisqu'ils sont à l'endroit où ils ont leurs sources. Donc voilà. Mais ce genre d'entreprise, elles peuvent contacter les entités business des opérateurs, d'Orange et de nous, pour qu'on trouve des solutions. Et généralement, des entreprises de cette taille-là, on trouve des solutions.
Monsieur Boutrin, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, puisqu'en fait, Marvin, qui m'a traité d'ancien là tout à l'heure, nous a parlé du FTTH, donc qui est une technologie, qui est une technologie qui apporte de la fibre optique au plus grand nombre. Mais il existe aussi des technologies dédiées, donc c'est ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, qui sont propres à chacune des grandes entreprises, qui effectivement ne sont pas forcément dans la même démarche quand elles demandent des infrastructures réseau. Donc ça demande une analyse plus particulière, un petit peu comme Madame tout à l'heure, donc ça demande à être analysé. Mais ce qu'on peut déployer comme infrastructure pour des particuliers, où effectivement le coût ne doit pas être déraisonnable, on ne parle pas de la même chose pour des entreprises. Donc là, on fait du coup par coup. Merci à tous les trois. On n'a plus de questions. Eh ben voilà, on a dépassé le timing, clairement. Ah oui, il y en a juste une question, mais ce sera la dernière. Parce qu'on a largement dépassé le timing, mais on est bien là entre nous. On n'est pas très nombreux, c'est agréable. Bonjour, Fatoumata Komara, Caisse des dépôts et consignations. Ma question, elle est à deux niveaux. Comme on est un territoire qui vieillit beaucoup, ça n'échappe à personne. Donc, ça veut dire que quelque part, l'usage du numérique, mais ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est... Monsieur Orange, sur la place aussi. Monsieur SFR, Monsieur Ayotte. Des particuliers aussi dans le domaine du numérique, parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui après peuvent répondre à ces besoins-là. Donc, c'est pour savoir à peu près à Martinique la place quand même de l'usage du numérique avec le vieillissement de la population qui, la plupart du temps, ne savent pas trop de fois s'en servir de ces outils-là. Donc, je mets lien avec la couverture ou pas, ou si dans vos différentes missions, même si ce n'est pas votre cœur de métier, du renforcement ou du positionnement de tout ce qui peut être centre d'information et de service où les personnes peuvent venir s'informer et puis comment dirais-je, être formées un peu sur quelques outils pratiques pour faire, comment dirais-je, leur quotidien, ne serait-ce qu'envoyer un mail, mais on ne sait pas le faire, ou taper quelques courriels qu'on ne sait pas faire. Et donc ça, c'était la première question. Et puis, je voulais comprendre aussi votre avis sur la place de tout ce qui est Fab Lab sur le territoire, qui peut être quand même un outil aussi complémentaire sur le lieu fixe des entreprises où vraiment elles ont leur siège social. Mais là, cette fois-ci, on est dans l'optimisation. Venez prendre juste quelques heures de disponibilité de bureau ou des structures qui opèrent dans le domaine du numérique. Venir faire des prototypes parce qu'il y a des plateformes, des trucs comme ça. Donc, je voulais avoir votre analyse sur ces deux. Ça faisait partie des éléments de mon rêve dont je parlais tout à l'heure. Donc, avoir des espaces, je les avais qualifiés d'espaces de coworking qui peuvent répondre à des problématiques justement de créateurs d'entreprises qui imaginaient créer leur entreprise chez eux, mais qui peuvent avoir un endroit où les moyens techno seront optimisés. Par exemple, ça peut répondre à la problématique de madame et du fils de madame donc qui cherchent un endroit où s'installer. Il y en a déjà pas mal en Martinique. Ouais. Des espaces de coworking. D'ailleurs, il y en a un au Coteau. À Sainte-Luce, il y a Open Space aussi. Il y a Open Space qui a ouvert il n'y a pas longtemps, au Coteau. Donc, ça peut être des idées. Voilà. Et puis ensuite, le deuxième axe, donc du coup, on peut y retrouver des Fab Labs. Voilà. Donc, on a une stratégie d'accompagnement des Fab Labs. Comme il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ont aussi une stratégie de médiation numérique, d'accord, que ce soit des stratégies publiques, puisque la CTM et le président de la CTM en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont au bord du chemin? Donc, pour les amener à avoir eux aussi une culture numérique. Donc là, on met en œuvre des espaces. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de mon rêve que le territoire soit maillé de ce type d'espace où on fait à la fois de la médiation numérique, mais où on met aussi à disposition des équipements. Il en existe déjà, vous avez cité dans quelques espaces, B-Booster aussi. Il y a Conyworking, il y a B-Booster. Donc des espaces où on va retrouver des moyens permettant de fonctionner en télétravail. Le COSI. Ou le COSI, ouais, le COSI aussi. Fonctionner en télétravail ou à distance.
Donc, c'est un des axes de notre stratégie, en tous les cas, pour nous en tant qu'opérateur Orange. Donc, de développer ce type d'espace par le biais plutôt de la Fondation Orange, donc, qui est un dispositif que nous utilisons pour pouvoir faire de l'accompagnement. Puis là, je vais digresser un petit peu, puisque en fait, j'ai une autre casquette, une casquette de relation avec les collectivités locales. Donc, nous discutons beaucoup avec les collectivités, justement, sur l'acculturation au numérique des populations, sur la médiation numérique et comment faire en sorte d'accompagner les différents publics concernés. Ce n'est pas que les anciens, contrairement à ce qu'on pense. Il y a beaucoup de jeunes qui savent utiliser les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas au fait de ce qu'est un réseau social et des risques qu'ils prennent sur leur e-réputation, par exemple. Donc, il y a des espaces qui sont là pour leur apprendre, leur expliquer de façon ludique. Et puis ensuite, il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis des circuits scolaires. Donc, c'est la raison pour laquelle on accompagne les missions locales dans des projets éducatifs autour du numérique, justement pour essayer de trouver des solutions de formation dites alternatives. Voilà, donc et là, ce sont des valeurs qui sont en règle générale en lien avec ce qu'on considère comme étant notre responsabilité sociale en tant qu'entreprise. Si je peux ajouter, puisque c'est l'actualité, on parlait hier sur RCI de la fermeture de 4 cyberbases à Fort-de-France, qui sont les 4 cyberbases qui sont gérées par la CTM. Et en fait, donc les gens étaient un peu inquiets de voir qu'elle fermait, et là en fait elle ferme pour laisser la place à une autre façon de concevoir la chose et une brigade quelque part qui accompagnerait les personnes justement qui ont besoin d'avoir un accès à Internet et qui ont du mal à tout simplement apprendre à gérer Internet ou qui ont du mal à s'équiper, justement pouvoir les accompagner dans leur démarche numérique. Voilà. On arrive au bout, on n'a plus de questions, c'est magnifique, on a dépassé le timing allègrement, mais c'était agréable. Merci à vous d'avoir été là. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants qui non seulement ont répondu à toutes nos questions et qui en plus sont même à la recherche de solutions pour le public. Merci d'avoir été avec nous pour cet échange sur le très haut débit et son potentiel de nouveaux services. Moi, je vous retrouve demain. Je serai là pour une conférence demain. On parlera de nouveau d'Internet. Ce sera aussi très intéressant. En attendant, le Salon Ose vous tend les bras. Demain, ce sera 10h pour une conférence sur l'indispensable transformation numérique des entreprises martiniquaises. Il y aura des intervenants passionnants. Donc, j'espère vous retrouver demain. Et je vous souhaite une bien belle journée et un très bon salon à tous. Ose Martinique. Le futur s'entreprend aujourd'hui.